On refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom le débat high-tech numéro 1 en France. Merci aux près de 100 000 connexions que nous avons enregistrées la semaine dernière pour notre live spécial iPhone 5S et iPhone 5C. De ces deux nouveaux iPhones, nous allons à nouveau en parler cette semaine. Tous les détails, c'est dans le sommaire. La fine équipe d'On refait le Mac s'intéresse cette semaine aux nouveaux iPhones. Que penser du nouvel iPhone 5C? Sa nouvelle, comment dire, plastique très colorée peut-elle faire oublier son prix élevé? À qui s'adresse-t-il? Les primes proposées par les opérateurs mobiles sont-elles de bonnes affaires? Faut-il plutôt investir dans son grand frère, l'iPhone 5S? Puissance, autonomie, rendu de l'appareil photo. Le nouveau fleuron des téléphones à la pomme est-il aujourd'hui le meilleur smartphone du marché? Son capteur biométrique est-il l'annonce d'une révolution dans les moyens de paiement? Nous allons tenter d'y répondre en compagnie de Christophe Seffrin du quotidien 20 minutes qui le teste déjà depuis plus d'une semaine. Émission exceptionnelle, cadeau exceptionnel. Notre partenaire WD vous propose de remporter 5 disques durs MyPassport d'une capacité record de 2 Tera en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Nous vous aidons à sauvegarder vos souvenirs, vos histoires et votre musique. Votre futur, votre travail de toute une nuit, vos 10 000 morceaux, votre raison de vivre. WD est à vos côtés pour vous aider à protéger et transmettre votre patrimoine numérique. Notre partenaire vous offre des disques durs en fin d'émission, mais il vous réserve aussi un bon plan, soyez attentifs, une réduction de moins 20% sur tout son site en ligne pour acheter un disque dur. Et n'oubliez pas également que les frais de livraison sont offerts. Avec nous comme chroniqueur cette semaine dans la régie de Tech, à deux pas de moi, Fanny Bouton du site fannysparty.com et de melty.fr. Bonjour Fanny. Bonjour. Ça va bien, tu t'es remise des annonces de la semaine dernière? Oui, des annonces, oui, du travail de la semaine passée, moins. Alors Fanny, vous le savez, c'est notre vigie des réseaux sociaux. N'hésitez pas à réagir en direct en posant vos questions via l'hashtag ORLM. Fanny va faire le tri et posera vos questions donc à l'antenne. À côté, dans ce plateau de Tech TV, Driss Abdi du site l'Argus du mobile. Comment ça va Driss? Ça va très bien Olivier, comment vas-tu? Ça va bien, je t'ai demandé de venir cette semaine encore comme la semaine dernière parce que tu as toutes les dernières nouveautés, tous les concurrents potentiels de l'iPhone 5C et de l'iPhone 5S. Qu'est-ce que tu as de beau là avec toi ce soir? Alors aujourd'hui, on vous a ramené le LG G2 et le Sony Xperia Z. Autre chroniqueur qui était également avec nous la semaine dernière, il s'agit d'Edouard Marquis, le fondateur de Tech TV. Alors ça commence quand Tech TV? Dans les starting blocks, on est chaud bouillant. On va dire les premières émissions d'ici la fin du mois de septembre, bon, et puis vitesse de croisière en octobre. Ouais, l'avantage, c'est que ça nous permet de on refait le Mac de nous roder tranquillement et de profiter des studios. Hein, et on est très content de ça. Et on est très content aussi de l'avoir. Que ça dure longtemps. Autre habitué d'On refait le Mac que vous retrouvez chaque semaine dans cette émission, il s'agit bien sûr de Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, ravi d'être là. Tu sais, j'avais complètement oublié qu'on enregistrait ce soir. Je pense que c'est un acte manqué. J'aime tellement peu l'iPhone 5C que je ne veux plus en parler. Mais attends, l'émission ne fait que commencer. On ne va pas déjà donner une conclusion. Chaque année, tu craques, hein, tu fais toujours par acheter le nouvel iPhone. Est-ce que cette année, tu vas annoncer à ta femme que tu vas encore avoir un découvert? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Ah, voilà, mais pas le 5C, c'est ça que tu veux dire? Non, ça sera le 5S, bien sûr. Après, mon cœur balance au niveau de la couleur et de la taille, mais comme d'habitude, ça va se finir par un 64 Go, le plus cher. Et maintenant, il faut juste que j'assume éventuellement le Gold avec la housse de protection rouge RAID. Ça fait peut-être un peu too much. Alors, Gold is best, ce sera le gimmick de la soirée, mais vous comprendrez ça un peu plus tard lorsqu'on parlera de l'iPhone 5C. Pas de Cédric Ingrand ce soir qui est au Japon en reportage, il est très tard, donc on va le laisser dormir. Pas de Rodrigo qui est à Cuba, et de nouveaux venus dans Refait le Mac ce soir, à commencer par Alexandre Collot, le rédacteur en chef de Belgium et iPhone qui appartient au prestigieux quotidien. Le soir, tu es en duplex de Belgique et de Bruxelles. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Olivier.
Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Belgium iPhone? Et surtout, merci, puisqu'à partir de ce week-end, vous commencez à diffuser chaque semaine en Belgique et en exclusivité pour la Belgique. On refait le Mac. Merci Alexandre. Voilà, donc c'est un début de collaboration entre On refait le Mac et Belgium iPhone. En ce qui concerne le site Belgium iPhone, c'est un site donc, qui couvre l'actualité Apple depuis 2007. En fait, il a été rattaché au quotidien Le Soir en Belgique. Et voilà, donc au quotidien, on gère tout ce qui touche le monde à la pomme, que ce soit les ordinateurs, les iPhones, les iPads, les iPod Touch. On essaye de rester au taquet par rapport à tout ce genre d'informations. On parle également des applications, des accessoires. Voilà, donc c'est notre fer de lance, en tout cas, au quotidien. Merci Alexandre et bienvenue donc aux internautes de Belgium iPhone. Si on t'a demandé aussi de venir, c'est qu'on va aborder un sujet important autour des iPhones, c'est la 4G. Notamment la 4G, est-ce qu'on peut utiliser son téléphone à l'étranger? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inconnus, et notamment en Belgique, on en parlera. Tout à l'heure, tu parlais de grands quotidiens, tu parlais de journalisme. Un autre chroniqueur ce soir, une nouvelle tête, un nouveau journaliste dans On refait le Mac, très connu de la profession. Il s'agit bien sûr de Christophe Seffrin de 20 minutes. Bonjour Christophe. Bonjour Olivier, merci de m'accueillir parmi vous, c'est un grand plaisir. Bon, il est tard, très honoré. Merci d'avoir entendu si tard pour l'enregistrement de cette émission. Christophe, si on t'a demandé de venir, c'est intéressé bien sûr, car Apple t'a confié bien avant tout le monde l'iPhone 5C et l'iPhone 5S. Ça fait plus d'une semaine que tu l'as en main? Absolument, j'ai les deux modèles, le 5C ici et le 5S ici. Voilà, on va pouvoir en parler les jaunes, parce que j'ai pu les essayer longtemps. Ouais, oui, bon. jaune pour le 5C et j'ai eu un gris sidéral. Voilà, c'est l'appellation française le marketing pour le 5S. C'est un poème. Donc tu es le mieux placé d'entre nous pour en parler, donc, puisque tu as le recul nécessaire pour porter un regard et délivrer un premier verdict autour de l'iPhone 5C et l'iPhone 5S. Et n'oubliez pas, donc émission exceptionnelle, cadeau exceptionnel, Western Digital, ou plutôt WD, c'est ainsi qu'il faut dire, vous réserve 5 disques durs d'une capacité de 2 Tera en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Et je vous rappelle également que sur le site de WD, wstore.fr, vous avez 20% de réduction, donc profitez-en. On va parler donc de l'iPhone, on va commencer par l'iPhone 5C, l'iPhone 5 en quelque sorte recarrossé, il remplace l'iPhone 5 que voilà qui finalement passe, boum, il vient de tomber à la trappe. Il représentait pourtant près de 40% des ventes d'iPhone en France, selon un opérateur que j'ai eu au téléphone il y a quelques jours lorsque je préparais cette émission. Apple en aurait vendu 1,2 million en France d'iPhone 5. Est-ce qu'on peut dire que, et selon cet opérateur surtout, c'est la première fois qu'Apple, lorsqu'ils introduisent un nouveau modèle, ce nouveau modèle n'est pas en leader des ventes. Est-ce qu'on peut penser, est-ce que c'est un semi-échec selon vous? 1,2 million, c'est une estimation, il faut rester prudent, mais c'est pas si mal tout de même. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur X, peut-être pour commencer. Oui, un demi-succès, c'est clair. Moi, je trouve qu'on a fait moins de battage autour de l'iPhone 5 qu'autour du Galaxy S4, par exemple, quelques mois après. Ouais, Voilà. on n'a pas le chiffre concernant le Galaxy S3 et le Galaxy S4. On essaiera de rappeler cet opérateur mobile bien connu en France. Je ne peux pas vous dire qui c'est, mais l'iPhone 5 serait devant. Ce qui est normal parce que le S4 est arrivé après. Un mot sur le 5C. Alors, ce qui saute aux yeux, tu l'as dit Christophe, c'est évidemment le changement de couleur. Oui, tout à fait. Moi, personnellement, je le trouve assez séduisant. 5 couleurs, vert, bleu, jaune, rose et blanc, c'est bien ça. Voilà, c'est ça. Bon, il rappelle quand même par l'aspect les arrondis sur la coque arrière. On a quand même le souvenir de l'iPhone 3 qui nous revient. Voilà. Mais sorti de ça, bon, la finition est vraiment excellente. Un peu mieux là. C'est un très joli produit. Et puis, d'autant plus joli que, comme je le disais tout à l'heure, on retrouve vraiment une harmonie de couleurs entre la coque arrière et le fond d'écran que je vous montre là. On a une question justement sur Twitter. On demande si le plastique est bien recouvert d'un vernis de qualité comme il a été vu sur le YouTube d'Apple. Oui, effectivement, Apple, Christophe a beaucoup insisté sur la qualité de ses plastiques, ce qui peut paraître paradoxal puisque jusqu'à maintenant c'était un constructeur plutôt premium avec de l'aluminium comme ici sur l'iPhone 5 auparavant. Est-ce que tu as trouvé que par rapport à l'état de l'art du marché, toi qui l'as eu en main longtemps, qui a pu peut-être un petit peu le soumettre à quelques torsions et quelques rayures,
qu'il est au niveau, voire supérieur à ce qui existe dans le... Alors supérieur, je me garderais bien de le dire. Je pense qu'il est tout à fait similaire à ce qu'on trouve sur le marché. Apple annonce que son plastique, c'est donc du polycarbonate teinté dans la masse. Donc ça veut dire que si on fait une micro-rayure ou même une grosse rayure dessus, la couleur restera là. Maintenant, ça ressemble quand même à du plastique, clairement. Il n'y a pas de surprise énorme à ce niveau-là. Monsieur X, voyons, et on voit la pub d'Apple, ils assument, et aujourd'hui la pub d'Apple c'est plastique perfect, c'est la pub de l'iPhone 5C qui est diffusée actuellement aux États-Unis. On essaie de comprendre, on n'a pas trop compris il y a une semaine. Est-ce que vous avez eu le temps de digérer cette annonce, Monsieur X, essayer de comprendre le positionnement de cet iPhone, à qui s'adresse cet iPhone 5C à ce niveau de prix? Je vous rappelle les prix, près de 599 € sans abonnement pour la version 16 Go. Et 32 Go, 699 €. Non, ce n'est pas un iPhone low cost. Écoute, j'avoue que je ne l'ai pas très bien digéré. Donc l'iPhone 5C, je l'ai un peu sur l'estomac. Et je pense, en tous les cas, je n'ai pas changé d'avis là-dessus, que c'est pas tant un produit qui a été conçu en pensant aux futurs clients qui allaient l'acheter, qu'aux gens qui allaient le vendre, à savoir les opérateurs. Voilà, parce qu'on est quand même avec les smartphones sur un marché compétitif. Et l'iPhone 5C est compétitif si on l'achète chez son opérateur avec une bonne grosse subvention de 24 mois. Par contre, si on veut l'acquérir par ses propres moyens et puis surtout avoir un abonnement sans engagement, qui est quand même ce qui a bougé le marché des opérateurs téléphoniques en France les 2-3 dernières années, et là, on a un prix qui est totalement prohibitif. Enfin, qu'on se rende compte. Le 32 Go iPhone 5C, c'est 699 € TTC. C'est plus cher que n'importe quel PC de chez Hewlett-Packard, où vous payez une semaine à Venise pour deux. Donc, ce produit, il est pour les opérateurs. Et pour finir, je pense qu'il est aussi pour les opérateurs qui ne sont pas ceux qu'on connaissait traditionnellement comme des gros vendeurs d'iPhone, mais les nouveaux, NTT Docomo au Japon, et puis surtout le nouvel opérateur japonais qui devrait rentrer dans le giron de la distribution d'Apple. Chinois ou japonais ? Chinois, et NTT Docomo au Japon, les deux. Alors, on va essayer de comprendre, et Idriss est là aussi pour nous aider à mettre en lumière, à quelle gamme, à quoi correspond cet iPhone 5C au niveau de la concurrence. Si on regarde les spécifications, donc il reprend, on l'a dit, le plastique, mais ce n'est pas pour des questions de coût, c'est plus pour une question de différenciation, Idriss, parce que jusqu'à maintenant, on n'avait que du noir ou du blanc dans le gamme Apple, donc là, on a enfin de la couleur. Mais ce qui est paradoxal, je t'interromps une petite seconde là-dessus, c'est qu'on a souvent critiqué Samsung pour la finition plastique de ses smartphones. Donc ce que fait Samsung aujourd'hui, notamment avec le Galaxy Note 3, c'est qu'ils essayent de s'éloigner de ce look un peu plastique. Là, le Galaxy Note 3, par exemple, à l'arrière, a un rendu, c'est toujours du plastique, mais qui imite le cuir, avec des surpiqûres, etc. Donc, ils essayent justement d'aller au-delà du plastique, alors que Apple fait le chemin inverse. Alors, la seule vertu a priori qu'aurait permis, je dirais en termes d'avantages clients, outre le fait qu'il résiste mieux au quotidien, parce que c'est vrai que l'aluminium, notamment les versions noires, avaient tendance à s'abîmer très rapidement parce que les griffures étaient très visibles. C'est certainement la raison pour laquelle, sur le côté maintenant, l'iPhone 5C n'a plus les bords noirs. Les 5S, pardon, merci Edouard, elles sont maintenant en aluminium, un peu comme sur le 4S auparavant. Donc je vous disais, l'une des vertus qui a rendu possible cette coque en plastique, c'est le fait d'augmenter la taille de la batterie. Ça a été l'une des annonces qu'avait fait Phil Schiller la semaine dernière lors de la présentation de la keynote. Est-ce que tu as trouvé du mieux? On a vu quelques chiffres circuler sur le web. Christophe, qu'est-ce que tu en as pensé par rapport à l'iPhone 5 que tu as eu longtemps également? Là, j'ai le 5 en main, j'ai le 5S dans l'autre main. Moi, j'ai rien qui me frappe particulièrement. Effectivement, le tour en aluminium du 5S est tout à fait séduisant. Ça a l'air d'être du costaud. Bon, pour l'instant, je vois pas pourquoi passer du 5 au 5S, à part peut-être pour des fonctionnalités qu'on évoquera tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est pas un critère extrêmement différenciant au jour d'aujourd'hui. Ce sont des retouches cosmétiques, je dirais. Alexandre, qu'en est-il un petit peu de la situation là-bas en Belgique, comme elle a été perçue? Il n'est pas encore disponible, il va arriver un peu plus tard, je crois que c'est le mois de décembre, il est attendu, c'est ça, en Belgique?
Voilà, donc en fait, les Belges sont relativement déçus parce qu'on ne connaît pas encore de date de commercialisation de l'iPhone 5C et de l'iPhone 5S en Belgique. On ne sait pas. On ne sait pas quand il va arriver le mois prochain ou pour le mois de décembre. On est en attente pour l'instant. On est très frustrés. Et il y a d'ailleurs de nombreux membres, en tout cas de la communauté du site Belgium iPhone, qui sont actuellement partis soit en France ou en Allemagne pour aller se placer devant les Apple Store pour s'assurer de pouvoir avoir un nouvel iPhone demain matin. Ouais, d'accord. C'est les Belges qui remplissent les queues. C'est le parcours du combattant pour avoir le nouvel iPhone en Belgique. Ils sont plutôt branchés iPhone 5C ou iPhone 5S, dont on va parler dans un instant plus précisément, d'ailleurs, du 5S. En fait, j'ai justement mis un sondage sur le site il y a quelques jours, et c'est clairement l'iPhone 5S qui est en tête. Je suis en train de regarder pour l'instant. L'iPhone 5S est en tête avec 75%, puis ensuite c'est l'iPhone 4S avec 14%. Donc et 75 et 14% pour les voilà, excusez-moi. Pour les gens de chez nous. Non, mais c'est bien. C'est font ta paroisse. Voilà. Non, mais il y a clairement, en tout cas, une grosse percée pour l'iPhone 5S. Et en tout cas, on peut imaginer que ça va faire un carton ici. Du moins, s'il sort un de ces jours. Alors, on essayait tout à l'heure de le comparer, Driss, avec des produits du marché. Déjà, c'est difficile de comparer par rapport tout simplement à la taille de son écran. Des téléphones premium en 4 pouces dans le monde Android ou dans le monde Windows, ça existe encore? Il n'y en a plus beaucoup. C'est surtout l'entrée de gamme. Donc, ce sont des produits beaucoup plus abordables qu'un 5C, un 5S ou même un 5, enfin, si tant est qu'il reste des 5 d'occasion. Je dirais que non, en fait, c'est l'iPhone 4S à la limite qui serait même le concurrent de ces téléphones d'entrée de gamme. Donc, cette taille d'écran-là, ça ne se fait plus beaucoup. Aujourd'hui, on monte plutôt vers du 4,5 pouces, voire au-delà. D'une part. Alors après, c'est sûr que Apple communique beaucoup sur la puissance de l'iPhone 5 et de l'iPhone... Voilà, je vais y arriver. L'iPhone 5C et de l'iPhone 5S. Il est tard. Oui, il est tard, moi aussi. Donc c'est surtout ça, ces derniers temps. C'est vrai que notamment dans les publicités, on voit tous ces benches, on nous parle énormément de la puissance. Après, au-delà de ça, j'avoue que c'est vrai que quand on regarde la liste des specs, certains concurrents font beaucoup mieux. Ne serait-ce qu'on l'a dit au niveau de la taille de l'écran, la résolution de l'écran également, parce que le Retina aujourd'hui commence à... Un petit mot, Driss, sur la taille de l'écran. Pour rebondir sur ce que me disait avant de préparer cette émission également ce dirigeant d'un opérateur mobile, que M. X connaît bien d'ailleurs, mais passons, parce que c'était son ancien patron. Bref, il me disait qu'aujourd'hui, d'après les retours clients qu'il a dans ses boutiques, parce que les opérateurs ont des boutiques, ils lui disent qu'aujourd'hui, le premier réflexe d'un acheteur, c'est de dire « je voudrais un écran plus grand ». Et pourtant, Apple, lorsqu'ils ont négocié l'arrivée de l'iPhone 5C, ils martèlent que le form factor pour téléphoner, le 4 pouces, c'est mieux, mais ils constatent bien que dans les usages aujourd'hui, un téléphone, presque la fonction téléphone, elle est accessoire aujourd'hui, puisqu'on surfe, on joue, et le fait d'avoir un écran plus grand, oui, c'est une valeur ajoutée. Tout à fait. Le grand écran aujourd'hui, on pensait d'ailleurs s'arrêter à quelque chose comme 4,7 ou 5 pouces. On en a parlé la semaine dernière. On a ce qu'on appelle les phablettes, donc qui sont ces smartphones avec des écrans de plus de 5 pouces. On a également chez Samsung toujours le Galaxy Mega qui est à la limite du smartphone et de la tablette. Donc il y a une vraie demande. Ce n'est pas une surprise si tous les constructeurs, y compris les Chinois, s'y mettent. Il y a un énorme marché, c'est plus du tout une niche, et de toute évidence, je suis prêt à vous parier que l'iPhone 6 aura un écran plus grand. Bon, peut-être qu'il va falloir attendre un petit peu pour avoir un écran plus grand, et qu'Apple reviendra enfin sur sa politique et sa culture qui veut non, qu'il n'y a pas d'écran plus grand que 4 pouces, que le pouce ne peut pas aller à l'extrême supérieure, extrémité à gauche. C'est toujours été amusant. On pourrait faire un parallèle avec l'iPad, je ne sais pas si tu te souviens, on nous disait qu'une tablette, ça ne devait pas faire moins de 10 pouces. Finalement, ils sont venus à l'iPad mini. Ils sont venus à l'iPad mini et aujourd'hui, le gros du marché, ça se fait sur les tablettes de 7 pouces. Parlons de la 4G. Ça y est, Apple l'a martelé. Phil Schiller notamment sur la scène la semaine dernière. Les nouveaux iPhones, que ce soit le 5S ou le 5C, seraient les téléphones les plus universels. Ils géraient presque de 13 fréquences. Bonne nouvelle, ces fréquences seraient compatibles enfin avec les opérateurs français. On pense à Orange et SFR avec les 800 MHz et les 2,6 GHz. Alors il y a un modèle, si on va sur le site d'Apple, je ne sais pas si
en régie, on a la vidéo. On s'aperçoit qu'en fait, Apple ne commercialise pas un modèle unique pour l'ensemble des pays dans le monde, mais différents modèles. Il y a un modèle spécifique pour le continent européen et la France en particulier. J'essaie de retrouver mes notes en même temps que je vous parle. Voilà, ça arrive tout de suite. Alors, le modèle français, c'est le modèle A1507 pour le 5C. Il gère non pas 13 fréquences comme aux États-Unis, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça veut dire quoi? Comment on peut expliquer ça, monsieur X? Pourquoi déjà développer plusieurs téléphones? Et en clair, là, sur le site d'Apple aujourd'hui, c'est pas très bien expliqué. Il semblerait que l'iPhone soit garanti pour fonctionner uniquement en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Pour un globetrotter, ce n'est pas forcément la panacée. Je me rappelle au moment du lancement de l'iPhone 5, un des argumentaires, c'était le fait que l'antenne de l'iPhone s'adaptait aux fréquences et que c'était transparent pour les clients. On va dire qu'ils n'ont pas transformé l'essai avec l'iPhone 5S et l'iPhone 5C. On retourne à un tableau de compatibilité. On a beaucoup de questions et je pense qu'on n'aura que les réponses auprès de l'opérateur qu'on a choisi quand on achète ce produit. Voilà, donc ça, c'est pas terrible et ça aide pas les clients à être autonomes et à faire leur choix tranquillement. Ouais. La situation est encore plus compliquée, je crois, Alexandre, en Belgique avec l'iPhone. Bon, pour l'instant, il n'est pas arrivé. Si on en croit la liste, là, on ne voit pas la Belgique dans la liste. Je ne sais pas si mon iPhone, si je l'achète, si je viens te voir, je pourrais l'utiliser chez toi. A priori, oui, parce qu'on voit les fréquences de 1800 MHz et il y a des opérateurs 1800 déjà, puisque l'iPhone 5 est soutenu, mais c'est assez obscur encore. Donc en fait, il faut savoir qu'en Belgique, la 4G est accessible sur un des 3 opérateurs, donc en l'occurrence Base, Mobistar et Proximus. Donc c'est Proximus qui a commencé à commercialiser son réseau 4G depuis décembre de l'année dernière. Le seul problème, c'est que le distributeur donc, exclusif de l'iPhone en Belgique est Mobistar, donc qui est une filiale de France Télécom. Lui, en fait, n'a pas encore ouvert son réseau 4G et il semblerait qu'Apple mette des bâtons dans les roues à Proximus pour pouvoir utiliser un iPhone 5 et bientôt l'iPhone 5C et bientôt l'iPhone 5S sur un réseau 4G avant que Mobistar ne rende disponible son réseau 4G. Donc, en résumé, en fait, en Belgique, on ne sait pas utiliser pour l'instant un iPhone sur la 4G. Ce n'est pas encore possible. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'achète un iPhone 5C ou un iPhone 5S en France, je n'ai pas la garantie qu'il marchera dans le reste du monde. Pour un téléphone aussi cher, ça peut paraître un peu paradoxal. Alors je suis sûr qu'il marchera dans certains pays, mais aujourd'hui, il n'est pas certifié. Apparemment, donc là, pour répondre à la promesse d'Apple, les 13 fréquences est donc le téléphone le plus universel. S'il fallait en choisir un, Christophe, ce serait plutôt le modèle qui est vendu aux États-Unis, parce qu'effectivement, là, si on regarde le modèle vendu aux États-Unis, le modèle A1456, précisément, il gère bien les 13 fréquences et il peut se connecter partout, et presque, notamment au Japon. Donc pour les globetrotters, il vaut mieux acheter ça aux États-Unis aujourd'hui. Oui, vous allez dire ça à Apple, ça va leur faire certainement plaisir. Et les opérateurs français vont continuer à vous aimer. En tout cas, oui, de toute évidence, l'iPhone nouvelle génération n'est pas un produit universel. Donc, il conviendra de se renseigner avant d'acheter et surtout de voir quel usage on souhaite en faire. Comme vous le disiez, si on est globetrotter ou pas. Maintenant, acheter un téléphone en programmant les prochaines vacances ou les prochains rendez-vous professionnels à l'étranger à l'avance, ça va devenir un petit peu compliqué quand même. On est d'accord. Avançons pour conclure sur l'iPhone 5C, l'appareil photo, la puce. On ne peut pas vraiment dire que ce soit des spécifications d'un iPhone low cost, Christophe. Non, mais c'est en train de... Enfin, la puce, non, on est sur un processeur... Enfin, sur le 5C, on est sur le même processeur que le 5. C'est le processeur A6 d'Apple. Donc, ça reste de la très, très bonne marchandise. Maintenant, pour la photo, on est sur du 8 mégapixels, comme sur le 5S, d'ailleurs. Bon, moi, ça me déçoit un petit peu parce qu'on est quand même très largement en dessous de ce que proposent des concurrents sérieux, notamment ceux que citait Driss tout à l'heure. Alors Apple rétorque que notamment sur le 5S, le capteur, les photosites, les tailles de photosites sur le capteur ont été augmentées pour passer à 1,5 micron au lieu de 1 micron traditionnellement pour faire des meilleures photos.
le 5S. Donc ça suppose, sur le 5S, ça suppose que il y ait une meilleure ouverture pour prendre ses photos, qu'il y a une meilleure sensibilité en basse lumière. Bon, on a fait quelques essais. C'est pas flagrant, c'est pas flagrant. Ça reste un très bon appareil photo, ça reste un très bon photophone. Maintenant, si on prend une des machines que Driss nous a apportées ce soir entre les mains, on se rendra tout de suite compte qu'il y a quand même une sacrée différence en termes de rendu d'image. Oui, de plus parce que l'écran est plus grand et qu'on apprécie un peu plus le rendu de cette qualité d'image sur un écran un peu plus grand que sur un écran plus petit, tout simplement. Driss, en un mot, aujourd'hui, qu'est-ce qui correspondrait, on a déjà posé la question tout à l'heure par rapport à l'iPhone 5C, on a le réflexe, c'est de penser à un Nexus 4. Est-ce qu'on peut comparer le Nexus 4 qui, lui, est vraiment le téléphone low cost de Google, mais pas forcément en qualité de fabrication, il est plutôt réussi. Voilà. Est-ce que ce serait celui-ci le rival premier de l'iPhone 5C? En fait, on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait un téléphone qu'on puisse mettre en face de l'iPhone 5C. Il est un peu ancien quand même, le Nexus 4. Alors, il y a des rumeurs d'un nouveau modèle, je crois. On a vu l'image furtivement en régie, le Nexus 5. Que Google serait en train de nous préparer un Nexus 5, chose qu'il démente... formellement. Accords et à cri. Donc aujourd'hui, le 5C, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en face? Non, ce serait plutôt une génération précédente chez d'autres fabricants. Je pense à Sony, c'était le Xperia Z qui était sorti en début d'année, par exemple. Et encore, qui lui a certaines caractéristiques qui lui permettent d'être... il est étanche, notamment, un écran plus grand, encore une fois. Un écran plus grand, haute définition, il est étanche. Christophe parlait du capteur photo. Là, on a des capteurs photo qui sont quand même très performants aujourd'hui. Encore plus avec les nouvelles générations, qui, eux, sont sans commune mesure. Fanny nous montrera j'ai du mal, le Nokia 1020. Oui, les références sont difficiles. Voilà, le Nokia 1020 qui, donc là, on l'a testé, on est plusieurs journalistes high-tech à l'avoir eu entre les mains, on est tous en train de faire des comparatifs. Il est vraiment impressionnant, notamment quand on prend des photos le soir. Faut voir le rendu des photos du Nokia 1020. Et c'est vrai que là, pour le coup... l'iPhone commence à marquer le pas. Ouais. Une chose amusante, c'est qu'il n'y a pas de version 64 Go de cet iPhone 5C. Si on veut un 64 Go, il faut prendre un 5S. Donc c'est une manière également de pousser les utilisateurs à dépenser peut-être un peu plus. Alors c'est vrai qu'Apple a tendance à dire, mais regardez les prix chez les opérateurs, regardez les prix avec les primes opérateurs. Donc on vous a préparé un petit tableau avec les primes opérateurs des différents opérateurs en France. Désolé Alexandre, de toute façon il n'est pas disponible en Belgique encore. Regardez ce tableau, donc on le voit chez Orange, il est à 99,90 € dans la version 16 Go, on n'a pas encore le prix du 32 Go. La version chez SFR encore moins chère, 59,99 €. 159 € en 32 Go et Bouygues 129 € en 16 et 229 en 32 Go. Donc on pourrait effectivement penser que le vrai prix de l'iPhone 5C c'est celui-ci. Ça fait une belle économie par rapport à 599 € nus. Mais on s'est amusé à rajouter le coût de l'abonnement téléphonique tous les mois, si on peut remettre le tableau un instant, sachant que ces prix sont liés à des abonnements plutôt chers, autour de 80 € par mois. Donc ça fait un prix au bout de 2 ans, 24 mois, le temps de souscription d'un abonnement, de près de 2 000 € chez Orange, devrait dépenser 2 000 €, 1 979 € chez SFR, 1 500 € chez Bouygues. Alors, est-ce que vous croyez encore à ce modèle, messieurs, vous qui connaissez bien ce métier, est-ce que les gens sont toujours prêts à dépenser moins pour un téléphone et dépenser plus pour un abonnement mensuel? Monsieur X, peut-être. Moi, j'ai lu pas mal d'articles, notamment en ligne, de journalistes qui ont fait un peu le tour des opérateurs, en tous les cas en France, et qui ont essayé d'avoir des premières statistiques de vente depuis le 13, puisque l'iPhone 5C est en vente en France depuis le 13. En pré-vente, oui. En tous les cas, en précommande. Ouais. Et tous les articles qu'on voit ramènent le même son de cloche. En fait, les opérateurs semblent être unanimes sur le fait que le niveau de précommande sont non seulement très très bas, mais sur certains modèles, certaines couleurs en l'occurrence, inquiétants. Voilà, donc à ta question, est-ce que ça va intéresser les gens? Il est trop tôt pour le dire, mais on sait que ce produit est mal né. Et je pense qu'on va voir Orange et Bouygues, d'après ton tableau, s'aligner au niveau des subventions pour être extrêmement agressifs sur ce produit, voire les proposer avec des forfaits qui sont même agressifs. Donc, il ne va pas y avoir de répit pour l'iPhone 5C, ça va être la guerre des prix tout de suite,
parce que c'est une question pour les opérateurs de faire du chiffre d'affaires pendant cette période de Noël qui est extrêmement importante pour elles. Christophe, quelle est ta réaction? Je te cite un dirigeant que j'ai eu avant le début de cette émission d'un opérateur mobile qui veut également garder l'anonymat. Il me dit, je cite, Apple nous pousse à la subvention, mais c'est une mécanique qui fonctionne bien aux États-Unis, mais qui est complètement grippée en France aujourd'hui. Oui, enfin, je ne sais pas quel est l'opérateur que tu as eu en ligne. Tout porte à croire au jour d'aujourd'hui que le processus de subvention est en train d'être un petit peu réactivé parce que on se rend compte qu'il y a beaucoup de consommateurs qui, suite à l'arrivée de Free sur le marché, achètent des téléphones nus, et ce qui fait absolument pas du tout l'affaire des opérateurs. Donc, moi, j'ai un petit peu fait des sondages autour de moi à propos de ces fameux iPhones. Il y a toujours des gens qui sont prêts à s'abonner avec des abonnements à 50, voire un peu plus par mois, pour avoir le dernier joujou d'Apple. Et ce sont souvent des aficionados de la marque, tout simplement, qui veulent avoir le nouveau modèle. Ça ne représente sans doute pas la majorité des consommateurs, mais il y a un véritable marché qui est visiblement toujours là, et des gens qui sont prêts à repartir pour 2 ans pour avoir un bébé dont ils seront fiers. Édouard. Je pense en effet, je suis vraiment d'accord sur cette analyse. Moi je regardais, c'est vrai qu'avec certains forfaits, il y a 2 choses. Il y a est-ce qu'on veut la 4G ? C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, est-ce qu'on veut un forfait avec la 4G? Or, aujourd'hui, justifierait qu'on paye un peu plus cher son abonnement. Aujourd'hui, Soch, voilà, par exemple, moi je suis chez Soch, j'étais très content. La version, mais il n'y a pas l'opérateur d'Orange. Voilà, parce que j'avais pas envie d'essayer 15 fois d'avoir mes correspondants en étant chez un autre opérateur. Voilà. Donc j'étais très content de Soch. Maintenant, il n'y a pas aujourd'hui la 4G, aujourd'hui, hein, je parle. Et quand on regarde, quand Orange déploie. D'ailleurs, c'est assez amusant, où on se connecte sur le site, il y a des prix différents, enfin, c'est suivant le portail où on rentre, c'est assez obscur. Enfin, voilà. Chez Orange, c'est assez obscur, et en définitive, on se rend compte que quand on enlève les 100 € qui te remboursent quand tu as déjà un iPhone, même s'il est cassé et tout, qu'en fait, ils sont en train de te repousser éventuellement, et c'est pas si cher que ça, il y a quand même des abonnements dans les 50 €. Donc, en effet, il y a toute une clientèle, peut-être qui n'est pas les normes du marché, mais moi, je me pose la question, est-ce que je vais passer de mes 20 € chez Soch à 50 € pendant un an, ou 56, le moins cher que j'ai trouvé, pour avoir le nouvel iPhone, pour avoir la 4G. Mais est-ce que je suis représentatif? Je ne suis pas persuadé non plus. Brièvement, André, si on posera la question à Alexandre sur la situation en Belgique. Il faut garder à l'esprit aussi qu'il y a un facteur psychologique. Mettre 600 € dans un téléphone, il y a certaines personnes qui vont bloquer. Ah oui, donc 600 € dans un téléphone, sachant que même si sur 2 ans, en prenant un abonnement chez les opérateurs low cost, c'est vrai qu'on s'y retrouve, on va économiser une somme conséquente, mais le fait est, il faut avoir cette trésorerie, et encore une fois, psychologiquement. Même s'il y a des crédits à la consommation qui permettent quand même d'acheter, de payer tous les mois pour son téléphone. Certes, 18%. Oui. Mais se dire qu'on paye son téléphone 99 € et pas 699, bon, bah forcément... Alexandre, quelle est la situation en Belgique? C'est vrai qu'en France, la situation est particulière parce que depuis l'arrivée de Free et la concurrence exacerbée et la fonte des prix en France des opérateurs mobiles et des forfaits, la problématique de la subvention n'est plus en première ligne. Quelle est la situation en Belgique aujourd'hui? Est-ce que le positionnement d'Apple fonctionnerait encore dans ton pays? En fait, il faut savoir qu'en Belgique, la subvention, en tout cas de vente, est autorisée donc depuis pas tellement longtemps. Et ce qu'on peut constater, c'est que les opérateurs sont très frileux par rapport à ce genre de procédé de vente. Donc, la plupart du temps, en tout cas, s'il faut acheter un smartphone, il faut payer le prix complet. Donc, malheureusement, c'est un frein à l'achat. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est que, par exemple, 6-7 mois plus tard, après, par exemple, la vente d'un modèle d'iPhone, certains opérateurs le proposent de manière subventionnée, donc couper un abonnement pendant longtemps, mais le prix, en tout cas, est toujours relativement élevé. On parle entre 200-300 € avec un abonnement complet pendant une période de 24 mois. Pour conclure sur l'iPhone 5S, qu'on a fait long, on va parler un petit peu de l'iPhone 5S, qui est quand même pour moi la vraie nouveauté d'Apple cette année. Une dernière citation de notre dirigeant mystère qui dit finalement qu'il est malgré tout pas très inquiet, comme quoi on peut se contredire parfois, des ventes du 5C, car Apple a une technique bien particulière de négociation avec les opérateurs en fixant des volumes de vente et que, en clair, ces volumes sont imposés et quoi qu'il arrive, ces iPhone 5C sont d'ores et déjà
vendus, tout en rajoutant quand même d'une manière un petit peu maligne que l'année dernière, en tant qu'opérateur, et tous les opérateurs français n'avaient pas atteint ce fameux objectif de vente que Apple leur avait promis et fixé. Comme quoi, Monsieur X, est-ce qu'on peut essayer de comprendre en tant qu'ancien responsable d'Apple Apple aujourd'hui, dit aujourd'hui vous voulez un iPhone, il faut nous en acheter 1 million, c'est ça en gros? C'est tout à fait ça. Enfin, en tous les cas, ça se réduit à ça. Il y a plusieurs raisons à ça. Bon, d'abord, ils sont en position de force, ils peuvent se permettre de le faire. Après, Ils sont en encore en termes de position de force reconnaissance, Est-ce qu'ils sont encore en position de force? La preuve, c'est monsieur X que les opérateurs ont signé. Edouard. au Ouais. moment où ils ont fait la négociation pour l'iPhone 5C et 5S, c'était peut-être en juin-juillet, ils l'étaient. L'année Et prochaine, puis, on en ils rediscutera, bénéficient d'un effectivement. truc, c'est que quand ils font la négociation, ils ne donnent pas les spécifications de l'iPhone 5C et de l'iPhone 5S. C'est en aveugle. Donc, voilà, c'est en aveugle. Donc, ils peuvent faire rêver les opérateurs, les autres distributeurs, et leur dire, si vous n'en prenez pas 10 000, 100 000, 200 000, vous allez louper la vente de fin d'année. Voilà. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle une vente à la peur, qui est le contraire de la vente à la pitié, mais qui participe du même principe, qui est, si tu n'es pas avec moi, tu vas louper un truc super. Mais ça, Apple peut le faire une fois, et éventuellement une deuxième fois avec un iPhone 6 qui ne serait pas au niveau des attentes du marché, mais à la troisième fois, effectivement, ils se font recevoir peut-être pas avec un coup de fusil, mais assez fraîchement. Voilà, donc, oui, ils sont encore en position de force quand ils ont fait la négo, et ils viennent de se mettre en danger pour la prochaine négo. Ouais. Parce que si quelqu'un doit après casser les prix de l'iPhone pour que les clients finaux achètent l'iPhone, c'est pas Apple qui va redonner de l'argent aux opérateurs, hein. C'est les opérateurs qui auront à prendre sur leur marge pour vendre à des clients finaux les iPhones qu'ils ont achetés chez Apple et qu'ils auront en stock. Et ça restera forcément sur l'estomac. Oui, bien sûr. Donc en clair, Apple peut être relativement serein dans la mesure où apparemment les précommandes leur permettent d'être relativement sereins parce que les opérateurs finalement prennent les risques quelque part pour eux, si j'ai bien compris. Mais passons. On va passer à l'iPhone 5S et on va essayer de se faire... Attends, Olivier, un petit peu de questions. Oui, je t'en prie. Je t'avais oublié. Bah oui, tu m'oublies maintenant que tu m'as collé dans la régie toute seule. Bah oui, je te vois pas. C'est pour ça que tu es caché. Je ne te vois pas. Bah oui, tu es là. N'hésite pas à m'interrompre. On a des petits commentaires. On a un spécialiste quand même sur les fréquences LTE qui nous dit que les modèles 5C et 5S dispo en France avec les modules 1507 et A1457 passent pratiquement partout et particulièrement en Europe et aux US. Donc déjà, voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il faudrait qu'Apple l'explique un peu mieux sur son site. Il faudrait qu'il fasse un peu mieux le boulot. Il y a Alexandre Laurent aussi, notre petit camarade de chez Clubic, qui est venu nous dire que les contrôleurs multibandes qui gèrent les 2600 MHz sont assez sélectifs et qu'il faut donc plusieurs contrôleurs par téléphone. Donc ça ferait plus de puissance à utiliser, de batterie, machin. Donc il y a des choix à faire sûrement à certains moments. Voilà. Ouais, mais c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, pourquoi pas faire un seul modèle? Pourquoi s'évertuer à faire plusieurs modèles en fonction des zones géographiques? Parce que justement, il faudrait plusieurs contrôleurs et que du coup, ça consommerait plus. Oui, mais en termes de coût, ça permettrait de vendre un peu moins cher l'iPhone, ça serait pas plus mal. Mais bon, passons. Oui, quand même. Voilà, en tout cas, nos petits camarades. Et j'avais une question pour le 5C, pour Christophe. Est-ce qu'il est plus lourd, le 5C, et plus épais que le 5 ? Je vais vous les montrer. J'ai le 5 là dans ma main gauche. Rapproche-toi de l'écran, 5C, voilà. Parfait. Voilà, donc c'est a priori, il y a un demi-millimètre à peine d'épaisseur en plus. C'est vraiment très très. Ouais. Voilà. Et puis au niveau du poids, franchement, les deux se valent. Je les ai pas mis également. sur, Je sais pas sur si une on balance. les voit ici. On peut pas resserrer en plateau. Voilà, mais c'est un peu la même chose. Franchement, voilà. et en termes d'encombrement et de volume, on est sur quasiment la même chose. Kiff. Kiff Bourrico. Alors, je vous rappelle, émission exceptionnelle, cadeau exceptionnel. Notre partenaire WD vous propose de remporter 5 disques durs MyPassport en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission. On va peut-être vous demander la capacité mémoire de ce disque dur, donc soyez attentifs. On va se faire plaisir, on va parler donc de la vraie nouveauté de cette keynote 2013, l'iPhone 5S. Un super iPhone 5, 3 nouvelles couleurs, vous l'avez vu.
après le noir ardoise, après le blanc argent, une nouvelle couleur gold qui a inspiré pas mal d'humoristes sur le web, pas mal de fausses pubs de tout poil, à commencer par le génial Conan O'Brien qui anime le show Conan sur TBS. On n'a pas résisté à vous présenter ces quelques images, regardez, et on va se marrer un peu. To achieve this aesthetic, we went outside of our core team of designers. Yeah, gold is best. You think gold, you think all the best stuff. Jet ski, nice watch, sports car, shrimp. It's not regular iPhone, it's gold. Play is best, A7 chip is best. Si on peut ouvrir mon micro. Camera is best. Regardless of the exterior colors. Alors monsieur, qu'est-ce que tu as pensé du nouveau VP d'Apple? No, Gold is best. Gold is Gold best. is best. Qu'est-ce que tu en as pensé? Sérieux, monsieur X? Bah écoute, moi je suis. Il y a un petit côté Rodrigo, je sais pas si tu as. Ouais. Un petit côté Rodrigo, Ouais, je trouve pense c'est que notre ami Rodrigo avec Rafi. une chemise en V, ça pourrait être lui. Maintenant, bon, bah, c'est vrai que c'est une partie de l'histoire, ou au moins les questions qu'on a sur le modèle Gold. Ouais. Le modèle Gold, le Dolce on Gabbana a de dit, chez je Apple. crois, qu'il a été fait pour notamment les marchés peut-être asiatiques, où cette couleur est plus prisée. Voilà. Donc il a ce petit côté bling bling. Moi, ça me rappelle le lancement de l'iPod mini quand Apple avait fait cette diversification autour de l'iPod. Et à l'époque, chez Apple, qu'est-ce qui nous était resté sur les bras en termes de couleur à la fin du mois et on n'arrivait pas à les fourguer? C'était le modèle de l'iPod mini Gold. Ouais, comme quoi. Voilà. Donc les choses ont dû bien changer parce que 7-8 ans après se louper, apparemment le Gold est à la mode. C'est plus ringard, c'est même peut-être un petit peu stylé. Voilà. Non, mais Donc attends, moi, je pense que ça va marcher au-delà de la Chine partout. Clairement, il n'y a pas que c'est le marché asiatique. Clairement, le gold, ça a toujours marché et ça va continuer. Il y a tous les pays arabes aussi, ils aiment beaucoup tout ce qui est gold aussi. Et puis, moi, je suis désolée, mais j'ai des potes, des gens un peu tatoués, des rappeurs, des machins. Ils m'ont dit, ouais, moi, je veux le gold. Attends, le blanc, le des raffis, noir, tu veux dire, des raffis, c'est ça. Ouais, non, mais voilà. Et clairement, ce sera le iPhone 5S qui sera différenciant tout de suite. Donc, forcément, c'est celui-là qu'ils veulent. Alors, la vraie valeur ajoutée, Christophe, de cet iPhone 5S, elle saute aux yeux, du moins si on glisse, on caresse le bouton Home de son iPhone. C'est ce qu'Apple a appelé le Touch ID, un système qui permet de lire ses empreintes digitales. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est vraiment aussi simple d'emploi, notamment la configuration qui fait toujours un petit peu peur? Est-ce que ça se passe d'une manière naturelle et au-delà, est-ce que c'est efficace? Alors, on dit beaucoup de mal d'Apple depuis tout à l'heure. Moi, je dois dire que cette spé-là en particulier est particulièrement bien réussie. Donc, comme tu l'as dit, je l'ai en main depuis une semaine. Et ça marche très, très, très bien. Je vous fais juste une toute petite démo. Donc, quand on appuie sur le bouton Home, comme ça, on ne peut absolument pas déverrouiller l'écran. Moi, j'ai mémorisé mes 2 pouces et dès que j'appuie comme ça, voilà, le téléphone s'ouvre et ça marche très très bien. La configuration est très simple, elle prend à peu près 1 minute parce qu'il faut vraiment, en fonction des doigts que l'on sélectionne, l'appliquer plusieurs fois sur le côté, sur la tranche, un petit peu sur le bout du doigt, de façon à ce que tous les pores, je ne sais pas comment on appelle ça exactement, les pores de la peau soient mémorisés. Ça marche très très bien. Par contre, promesse tenue, on est bien d'accord. Ah oui, complètement. Là, vraiment, à 100%. Et c'est très rapide. Je vous le refais juste un petit coup pour le plaisir. Hein. Donc, on active le téléphone et caméra, on l'ouvre comme ça. Clac, voilà, c'est immédiatement. Voilà, comme ça, on active et on voit bien que l'on enregistre à plus de minuit et demi, c'est bien. Les icônes. Voilà. Bon, par contre, il y a quand même quelque chose de paradoxal, c'est que... Ouais, il y a une vidéo sur Internet où en fait on voit que la paume, la patte du chat étant la petite patouche Gala, la mascotte de tech, on va la prendre. En fait, quand on applique la patte du chat, ça déverrouille en fait aussi le téléphone. Il y a une vidéo qu'on voit là sur Internet. On peut mémoriser la patte de son chat si on veut s'amuser à son chat. Petite précision tout de même, qu'est-ce qui se passe en cas d'échec si ça ne marche pas? On peut toujours continuer à saisir son mot de passe traditionnel, Christophe?
Oui, absolument. C'est un petit peu un paradoxe et c'est une question à laquelle j'ai pas encore de réponse. C'est-à-dire que Apple vante absolument ce système biométrique qui, encore une fois, marche très très bien. Sauf que lorsque l'on va configurer pour la première fois son téléphone, il faut rentrer encore un code à 4 chiffres et code à 4 chiffres auquel on va accéder simplement en faisant un glisser à droite, comme ça. Comme auparavant et pour on va Spotify. redéverrouiller le téléphone un petit peu à l'ancienne. Moi, j'ai interrogé les gens d'Apple sur la différence de sécurité que pouvait représenter la biométrie. Ils me répondent que ça correspondrait à l'équivalent de 10 000 chiffres. Donc voilà, comme si on devait taper un code à 10 000 chiffres. Donc ça, c'est très bien, effectivement, fondamentalement, pour protéger son contenu. Sauf que il y a encore la possibilité de déverrouiller son téléphone avec son code à 4 chiffres. Donc là, n'importe quel hacker un petit peu averti et motivé pourra rouvrir le téléphone. Donc il y a une espèce de petite schizophrénie là chez Apple, j'ai l'impression, dans les modes d'ouverture des téléphones. Oui, mais en fait, il faut bien quand même que si ça ne marche pas, que si tu as les doigts qui passent pas, il faut bien avoir une solution de repli. Alors, ils auraient peut-être pu choisir 6 chiffres. Ils auraient peut-être pu mettre 2 chiffres de plus. Ils sont restés aux 4 chiffres de la version précédente d'iOS. Bon, alors, question subalterne, qu'est-ce qui se passe si on te vole ton téléphone, si ça fonctionne avec un doigt coupé? On peut imaginer les pires scénarios. Qu'en est-il, Christophe? Rassure-nous, s'il te plaît. Il paraît qu'il y a plein de gens qui sont inquiets, justement. En tout cas, ça circule sur le web, on va se faire couper le doigt en même temps qu'on va se faire voler le téléphone. D'après les responsables d'Apple, ça ne fonctionne pas. Il faut que le doigt soit vivant. Il faut que le doigt, la circulation... On attend les premiers tests, en fait. Oui, je ne vais pas essayer. Je vais pas essayer, mais en fait, peut-être que Driss veut bien se sacrifier. Écoute, on va au Japon la semaine prochaine, on devrait trouver des katanas pour faire ça. Voilà. Mais non, là, il faudrait que le sang circule. S'il n'y a pas le sang qui circule, ça ne fonctionnerait pas. Donc voilà. Il y a un système en fait de radiofréquence qui est intégré à la fonctionnalité qui va aller analyser donc toutes les informations contenues sous l'épiderme en fait. Et c'est à partir de ces informations que la fonctionnalité va pouvoir s'opérer. Ouais. Monsieur, ce qui peut être intéressant, au-delà du fait que ça marche, que c'est une fonction, vraiment une innovation, on dit qu'Apple innove beaucoup moins qu'auparavant, là c'est une belle innovation. D'ailleurs, je vous invite à lire le prochain magazine d'iCreate qui va vous expliquer d'où vient cette innovation, d'une interview de notre ami Alexandre Lenoir. Et pour cette système d'empreinte digitale, elle est utile notamment pour les achats en ligne sur l'iTunes Store. On peut imaginer, Monsieur X, qu'après, petit à petit, cette fonction peut être élargie à d'autres services en ligne d'achat notamment. Oui, complètement. En moins d'un point de vue capacité technologique, Touch ID va permettre de faire des achats effectivement sur l'iTunes Store et on peut l'imaginer dans plein d'autres endroits. Bon, c'est peut-être ce qui va arriver aux États-Unis. Maintenant, quand tu te projettes dans un pays comme la France, à partir du moment où tu veux faire des achats en ligne et que tu rentres donc dans la chaîne de paiement, il faut que tu discutes avec les opérateurs parce que l'ordre d'achat passe par leur réseau. Il faut que tu discutes avec les banques. Et tous les systèmes de paiement sont absolument contrôlés en France, mais aussi en Europe. Dans un but, c'est que les banques et un peu les opérateurs aussi qui contrôlent ce marché ne se fassent pas débouter par Apple. Voilà, donc il y a des normes extrêmement strictes pour pouvoir mettre en œuvre des nouveaux moyens de paiement. Et Apple aura du mal à imposer ça parce que les banques vont les voir comme un concurrent sévère. Donc technologiquement, il y a la capacité. Ils ne sont absolument pas bienvenus en Europe pour se substituer à un autre moyen de paiement qui font vivre les banques. En attendant, ils l'éprouvent, dirons-nous, avec leur propre système, donc puisqu'on réalise les achats, la validation des achats de l'iTunes Store et de l'App Store avec l'iPhone 5S. Driss, ce qui manque, on a beaucoup dit à l'iPhone 5S, c'est le NFC. Qui est aujourd'hui présent chez quasiment tous les téléphones Android aujourd'hui. J'étais à une conférence Sony cette semaine, le NFC est partout sur les enceintes Bluetooth pour les configurer, etc. Par contre, il y a une fonction qu'on n'a pas forcément vue lors de la keynote la semaine dernière. Il semble qu'Apple ait fait un choix radicalement différent. Non seulement ils ne parient pas dans le NFC, mais ils ne parieront pas dans l'avenir dans le NFC puisqu'ils ont changé un autre format.
c'est le Bluetooth Low Consommation, basse consommation, Low Energy, le BLE, qui est une version allégée du Bluetooth qui permettrait de faire l'équivalent du NFC. Alors, c'est vrai que si on regarde de plus près, il y a une fonction cachée d'iOS 7 qui s'appelle iBeacon, qui permettrait également de synchroniser ces objets connectés. En clair, Apple a choisi le Bluetooth au détriment du NFC. Oui et non. Non, parce qu'en fait, le Bluetooth et le NFC sont quand même deux choses différentes. Le NFC travaille de concert avec le Bluetooth. L'intérêt, c'est aujourd'hui, typiquement, ce qu'on fait pour appairer deux appareils, c'est qu'on prend son téléphone, on lance donc la détection d'un appareil qui est lui-même Bluetooth. On va ensuite l'ajouter, saisir un code, et voilà, la procédure est la suivante. Avec le NFC, aujourd'hui, ce qu'on a à faire, c'est uniquement faire entrer en contact les deux appareils, point barre. C'est tout. Donc voilà. Sans identification. Il n'y a pas d'identification, il n'y a plus de code à saisir, c'est beaucoup plus user-friendly, en français dans le texte, c'est beaucoup plus simple pour l'utilisateur. C'est vrai que c'est une procédure qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Ouais. Enfin, PayPal a quand même sorti une application qui a un nom, enfin ils ont quand même un projet qui est très proche du nom d'Apple. Exactement, l'un des premiers à supporter justement ce Bluetooth Low Energy, c'est PayPal, l'organisme de paiement proche d'eBay, qui a fait une annonce récemment, qui va sortir un produit qui va s'appeler Beacon, pas très loin de l'appellation d'Apple iBeacon, qui va permettre de proposer à des commerçants d'avoir des récepteurs Bluetooth Low Energy dans leur magasin pour payer tout simplement, ou du moins avoir des informations sur des produits. Donc on voit bien, Monsieur X, qu'au du moins aux États-Unis, ça commence à bouger. Et c'est vrai que le NFC, alors qu'il est présent sur toutes les cartes bleues en Europe, là-bas se positionne bien, surtout que le leader de l'achat en ligne, par les systèmes de paiement, à savoir PayPal, se positionne plutôt du côté d'Apple. Donc on voit bien que dans les années à venir, il y a une bataille qui s'instaure et qu'Apple se positionne plutôt du côté du Bluetooth que du NFC. Christophe, peut-être une réaction? Il y a tout porte à croire qu'il va y avoir des accords de toute façon qui vont être très certainement passés entre Apple et des services. On est au début encore, on n'a encore rien vu. Voilà, on est vraiment aux prémices. Moi, Apple m'ont dit que pour l'instant, le kit correspondant au développement de cette fameuse fonction Touch ID n'avait absolument pas été remis aux développeurs. C'est réservé uniquement à Apple aujourd'hui. Il est évident que on est au début de l'histoire et que là, Apple prépare le terrain pour ce qu'ils ont déjà envie de voir arriver juste derrière. Tiens, juste pour revenir au Touch ID, on peut aussi mettre jusqu'à 6 chiffres sur le code a priori maintenant. Pas que 4. Très bien. Merci. Donc voilà. Et sinon, chez Orange, les 5S sont déjà en rupture de stock et ils sont en vente depuis 3 minutes chez SFR. Voilà, c'est l'avantage d'enregistrer tard le soir. Voilà, il est minuit 45. Mais le 5S, pas le 5C, on est bien d'accord. Le 5S est en rupture de stock. Oui. Et Olivier, les gens sont en train de faire la queue en France. Il y a quelques personnes devant les Apple Store, au Louvre, un peu partout. Très bien, on ira les voir demain matin très tôt. Oui, des précisions sur le Bluetooth 4 tout de même. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une norme qui consomme beaucoup moins d'énergie. Donc l'intérêt du Bluetooth 4, ça va être surtout de pouvoir l'intégrer dans des appareils qui vont fonctionner par exemple sur pile ou qui n'ont pas de batterie rechargeable. Et là où Apple, je pense, vise également Apple, c'est au niveau du coprocesseur M7 qui sera dédié aux applications sportives, et on peut imaginer tout un tas de scénarios. On pourra interfacer son iPhone avec tout un tas de petits périphériques pour le sport. Ouais. Pour tout ce qui est, ça va décharger en clair, par exemple comme pour le Nike Plus, ça va décharger en fait l'iPhone de toutes les tâches annexes, notamment, et c'est des tâches qui en matière lorsqu'on fait du sport, qui chargent beaucoup le téléphone en batterie et en puissance. Et là, ce serait donc le coprocesseur. Habile transition, merci Driss, pour savoir et pour essayer en fin d'émission de dresser un bilan si l'iPhone est redevenu le meilleur smartphone du marché, du moins le 5S. Apple a montré les muscles, on l'a vu la semaine dernière avec un nouveau processeur qui est sorti, l'A7, très puissant et surtout, tu l'as dit, donc, qui est aidé par un coprocesseur. Ça, c'est nouveau sur le marché du téléphone. C'était plutôt une tendance du côté des fabricants d'ordinateurs de voir des coprocesseurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit cette architecture aussi se dessiner chez les concurrents d'Apple ?
Non, pas encore. Clairement, là, ils ont une longueur d'avance. Il y a un coup à jouer parce qu'il faut savoir que tous ces accessoires pour le sport, il y a un énorme marché. Je crois que Christophe pourra en témoigner. Hein. Oui. Il est adepte de ce type d'outils, donc tout ce qui est montre, GPS, etc. Les autres constructeurs proposent également, je vais reparler à nouveau de Samsung, ils proposent des applications qui sont dédiées aux sportifs, qui tirent parti du GPS, du gyroscope, de tous ces capteurs qui sont dans le smartphone. En revanche, c'est vrai que c'est la première fois qu'un constructeur propose une puce qui soit dédiée à cet usage. Et alors, question, là en coulisses, justement, à quoi sert concrètement la puce M7 ? Alors, la puce M7 sert à décharger le processeur de ces tâches-là qui sont très consommatrices en énergie. Elle intègre un gyroscope, un accéléromètre, un compas qui va analyser en permanence, y compris lorsque l'appareil est en veille, sa position dans l'espace et les mouvements générés par l'utilisateur. Donc ça fait que le téléphone peut rester en veille tout en restant, et donc son processeur également en veille, et le coprocesseur lui va continuer à travailler, ce qui va permettre d'économiser énormément la batterie parce que le processeur principal pourra soit rester en veille, soit générer d'autres tâches et puis en faire voir les applications concrètes. Ce sera dans le sport, mais ce sera peut-être dans d'autres domaines. Christophe, peut-être un petit mot sur le M7 et sur l'état de l'art du marché. Tout ce qui va fonctionner de concert avec ce double processeur ou ce processeur et son partenaire n'est pas encore sur l'App Store. Apple nous parle beaucoup de sport. Moi, j'attends de voir parce que, comme le disait Driss, je suis pas mal l'activité de ce marché, des objets connectés, des montres connectées, et étant pratiquant aussi le running, je suis attentif à tout ça. Apple nous parle de Nike avec une nouvelle application. Maintenant, voyons voir le jour où elle arrivera, comment tout ça s'orchestre. À l'évidence, on va pouvoir découvrir de nouveaux usages. Maintenant, reste à savoir lesquels, et surtout, est-ce qu'ils vont répondre à des besoins que l'on aura ou pas en termes d'activité sportive. Moi, déjà, personnellement, je ne cours pas avec ce genre d'objet. J'ai trop peur de me gaufrer et de mettre mes 700 € à la poubelle. Donc voilà. Là, c'est encore un début d'histoire. Il y a sûrement des choses dans les tuyaux qu'on n'a pas encore vues. Ouais, on n'a pas toutes les pièces pour le processeur A7, il n'y a pas encore d'application qui par exemple, on pourrait pleinement à profit ce processeur. Par exemple, Christophe, pourquoi pas une montre qui permettrait de gérer ce genre de tâches et de communiquer avec le téléphone. Absolument, sans aucun doute, oui, tout à fait. On va voir une montre comme celle-là. Oui, celle-là, elle est antidiluvienne. Potentiel iWatch, peut-être. Oui. On parlait de l'état de l'art du marché Driss. Il semblerait que les concurrents d'Apple s'intéressent aussi à cette architecture avec des coprocesseurs. On pense notamment à Motorola, le grand constructeur américain qui a été racheté depuis par Google, et le Moto X, je ne sais pas si on a des images en régie, qui dispose lui aussi de 2 coprocesseurs. Le premier se charge d'écouter l'utilisateur pour la fameuse fonction qui fait si peur à Monsieur X, à savoir Google Now. Et le second a le même rôle que le M7, d'analyser en permanence les données des capteurs du téléphone. En clair, même en veille, vous parlez au Moto X et il exécute une tâche. On pourrait imaginer la même chose avec l'iPhone 5S, puisque le M7 fait la même chose. On pourrait parler à Siri, pas en dormant, mais en se réveillant, et il vous répondrait. Il faudrait peut-être qu'il parle un petit peu mieux français pour cela. Il ne faut pas être somnambule. Hein. Bref, exactement. Ou alors, Siri, qui est Olivier Frigara? Voici le résultat de ma recherche sur le web. Ouais. Et on trouve Olivier Frigara, hein, je te promets. Ah ouais, c'est bien. Mais écoute, je suis sur LinkedIn, je suis content. Concrètement, on a vu germer quelques speed bench sur le web, notamment chez Engadget, où on voit qu'effectivement l'iPhone 5S par rapport aux autres modèles de la gamme est plus rapide, sans surprise. Il serait plus rapide, Driss, que l'un des derniers fleurons de la gamme Android, à savoir le LG G2, je crois que tu nous as apporté, je ne vais pas dire de bêtises ce soir. Ça y est, Apple a construit un téléphone qui est le plus rapide du marché? C'est pas la première fois. À chaque fois, on a un constructeur qui va sortir un nouveau téléphone avec une nouvelle puce qui va prendre la première place du podium en termes de performance pure. Ceci étant, les performances pures sont une chose, mais on sait pertinemment que ce qui compte, c'est aussi l'usage qu'on va faire de ces performances. Donc là, sur le papier, que JavaScript aille plus vite, c'est intéressant, c'est vrai pour le web. Après, pour le reste, c'est surtout pour tout ce qui est jeux vidéo.
Donc je ne sais pas si tu es joueur sur ton iPhone. Ça m'arrive. Ou pas. Donc voilà, c'est vrai que si on est joueur, on a vu lors de la keynote des démos de jeux, c'est vrai qu'on arrive à une précision et à une qualité graphique qui est vraiment impressionnante. J'aimerais juste qu'un écran un peu plus grand pour jouer un peu mieux. Mais je me répète. Voilà, on y revient. On est tous là. Je finis par radoter, mais bon. Ensuite, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu sur le même modèle que l'informatique grand public, à savoir qu'on dispose aujourd'hui d'ordinateurs qui sont surpuissants au regard des besoins que vont avoir la plupart des utilisateurs. Oui. Donc oui, effectivement, sur le papier, certains bench peuvent montrer que le 5S est plus puissant. Après, à voir si les applications vont vraiment en profiter, c'est là que ça va jouer. Ouais. En tout cas, Monsieur X, l'argument bench qui était votre argument favori lorsque je vous côtoyais chez Apple pour me prouver que le Mac qui tournait à 450 MHz allait plus vite qu'un Pentium à 2 Go. Je ne sais pas comment vous arrivez à me persuader, mais bon, je ne sais pas comment vous avez réussi. C'est des arguments qui aujourd'hui en matière de téléphonie ne touchent pas forcément le consommateur. Non mais si Olivier, ça marche toujours. C'est là où je ne suis pas d'accord avec Dries. Ah bon? Débat. Allons-y. En conclusion. Dries est réaliste. Et ce qu'il dit est vrai. Il dit, la puissance brute, ça sert à rien. Non, ça ne sert pas à rien. Entre guillemets, toute amitié, dans un discours qui pourrait ressembler à quoi ça sert d'avoir une Porsche, puisqu'on est limité à 130 en France. Rodrigo n'est pas là ce soir. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Sauf qu'on n'est pas sur le marché de l'automobile. Et que dans la technologie, avoir toujours de puissance, c'est la promesse de nouveaux usages qui arrivent. Parce que les développeurs vont toucher les iPhone 5S, ils vont se dire « Waouh, je peux faire vachement plus là-dessus, donc je vais donner à faire plus à mon jeu. » Et ils vont nous sortir des applis qui vont tirer pleine puissance du processeur A7. Et ça va être d'autant plus vrai quand on rajoute la couche iOS 7, le jeu d'instruction 4 bits, et là, il y a une couche d'optimisation plus. Donc, dans les nouvelles technologies, avoir de la puissance brute, c'est toujours important. Avoir le plus gros moteur, c'est toujours important parce que c'est une promesse de nouveaux usages, de futures applis. On n'en a jamais assez. Ouais. Mais est-ce qu'on les aura, ces futures applis? On a déjà vu le cas d'avoir des machines surpuissantes et finalement, on n'a jamais utilisé... Oui, je pense, parce que on peut évidemment critiquer pas mal, en tous les cas de notre point de vue, le lancement de l'iPhone 5C. On n'a pas critiqué, sur le 5S, on essaie de faire avancer le schmilblick. Mais là, on fait un tour d'horizon qui est un petit peu amputé. On ne parle pas encore d'iOS 7. Ça, c'est peut-être un des côtés de la réussite aussi du lancement de ces nouveaux iPhones. Et il y a un truc que fait bien Apple, c'est le développement de l'écosystème applicatif. Et là, ils sont en tête devant tout le monde. Donc, des applications optimisées 64 bits, on va en avoir, c'est sûr. Et des applis qui vont tirer toute la puissance du processeur A7, du coprocesseur M7 et du 64 bits, on va en avoir. J'ai pas de doute. Maintenant, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu un investissement d'acheter maintenant parce qu'on les a pas encore ces applis, mais on les aura dans 6 mois. Quand tu regardes toutes les études consommateurs, un des points les plus importants, c'est l'autonomie. Donc quand on parle d'un processeur ultra puissant avec des jeux qui vont avoir des graphismes qui sont carrément épatants. Si tu ne peux plus utiliser ton téléphone pour téléphoner au bout de 2 heures, ça te fait une belle jambe quand même. Moi je suis assez d'accord avec Monsieur X. J'ai installé iOS 7 comme tout le monde. Et on a vraiment l'impression d'avoir un nouveau téléphone. Ce qui marque, et gratuitement. C'est ce que je disais tout à l'heure, si les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter un 5C aujourd'hui... Donc pour toi, en clair, si on a, comme c'est ton cas, un 5... comme c'est notre cas. Oui, mais c'est mon cas aussi. Un 5, tu ne ressens pas la nécessité de passer au 5S voire au 5C. Véritablement, je conseillerais aux gens, même s'ils vont être un peu déroutés, on avait des messages passés sur Twitter, ils vont être un peu déroutés. Néanmoins, c'est un énorme saut itératif avec une bien meilleure gestion des applications, même si on peut regretter qu'on ne peut pas killer encore toutes les applications, qu'il faut le faire une par une, mais c'est quand même beaucoup plus élégant. Oui, c'est beaucoup mieux. On peut mettre dans des dossiers un nombre illimité d'applications, on peut mieux ranger, qu'il y a un bien meilleur appareil photo, l'application appareil photo est vraiment mieux, qu'il y a une nette amélioration de Siri. Maintenant, on a une jolie jeune fille qui peut nous parler, en fait, voilà, et en plus, ça comprend mieux. Voilà. Alors, pour conclure, Christophe, toi qui utilises cet iPhone 5S, qui utilise aussi le 5C et le 5, donc tu as une source de comparaison, est-ce que, selon toi, et c'est toi qui vas donner ton verdict ce soir, l'iPhone 5 est redevenu le smartphone des références du marché, le maître étalon? Non, je dirais pas ça du tout.
il y a des très beaux produits en face et il faut absolument pas les occulter. Ça reste une très très belle machine. On n'a pas évoqué sur le 5S les fonctionnalités vidéo qui accompagnent le produit, notamment un mode ralenti en 720p. Qui marche très 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 bien également, et là on peut véritablement s'amuser, et là peut-être que le processeur A7 aussi donne toute sa puissance parce que les opérations se font vraiment en quelques secondes, mais non, pour moi c'est pas le meilleur smartphone, absolument pas, c'est un très très bon smartphone, mais je suis absolument d'accord avec tout ce qui a été dit tout à l'heure sur la taille de l'écran, et c'est vraiment le reproche numéro 1 que je ferai à Apple sur ce terminal. C'est pour quand, les gars, l'écran le plus grand? Moi, j'ai d'année en année la vue qui baisse. Je peux m'assurer que je mets des lunettes maintenant pour lire mes SMS parce que ça le fait plus. Donc, il faut absolument changer ça rapidement. Alors, réponse en septembre de l'année prochaine. En attendant, il va falloir vendre celui-là, les enfants. Il va y avoir du boulot. Le 5S, je ne suis pas trop inquiet. Le 5C, on va voir. Avant de passer au résultat du concours de la semaine dernière que va nous révéler Fanny, c'est elle qui a le résultat des gagnants. Je vous rappelle donc, soyez attentifs. Dans un instant, nous allons vous poser une question pour gagner 5 disques durs WD My Passport. 5 disques durs en répondant à la question qui vous sera posée en fin des émissions dans un instant. Fanny, est-ce que tu as la réponse du concours de la semaine dernière? Et puis on passera à la question de cette, semaine. La réponse, c'était Mac. Voilà. Quel est le format préformaté du disque WD-R qui vous était présenté la semaine dernière? Ils étaient bien entendu préformatés Mac. Est-ce que tu as la liste des gagnants de la semaine dernière? Alors, le plus rapide avec le bon hashtag qui était ORLM-WD, c'était @fabs_Anne. Ouais. Donc voilà, ça a été le premier. Et après, on a dans les autres au tirage au sort, The Heroic, Bruce Tuillier, Bitoons et Stéphane Ferré. Le gagnant gagne le gros disque dur. Voilà, le numéro 1, c'est Anne Etel et c'est @fabs_Anne. Lui gagne le gros disque dur réseau pour la maison, pour avoir son cloud qui vous suit partout et récupérer tout son contenu vidéo sur ses iPads et ses iPhones. Si on est prêt en région, peut-être qu'on peut lancer le concours de cette semaine, quand vous voulez. Émission exceptionnelle, cadeau exceptionnel. Notre partenaire WD vous propose de remporter 5 disques durs My Passport en répondant à cette question. Quelle est la capacité maximum des disques durs portables My Passport? Donnez votre réponse par Twitter en l'associant à l'hashtag ORLMWD. ORLMWD. Voilà, notre partenaire vous fait encore un beau cadeau ce soir et la réponse est facile, donc allez-y, lâchez-vous, c'est le moment. Ceux qui ont été courageux de nous suivre ce soir seront privilégiés bien sûr, et on va essayer pour une fois, pour ceux qui nous suivent en différé également, de faire un tirage au sort pour ceux qui nous suivront, donc ils nous regarderont en différé, en podcast. Voilà, jouez nombreux en podcast sur iTunes, sur YouTube, sur Dailymotion et sur watt.tv. Et puis n'oubliez pas, notre partenaire également vous réserve un bon plan. Un bon plan, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est réservé à vous et uniquement vous qui regardez Refait le Mac. Donc soyez attentifs, voici le bon plan de la semaine. Notre partenaire WD vous propose un bon plan exceptionnel. Vous disposez, vous et uniquement vous qui regardez On refait le Mac, d'une réduction de moins 20% sur le magasin en ligne WD Store, www.wdstore.fr. Pour en bénéficier, tapez le code promo ORLM20, ORLM20. wdstore.fr vous offre également les frais de livraison. Voilà, si vous n'avez pas gagné le concours, vous n'avez pas tout perdu, parce que 20% de réduction, c'est bien. Merci encore à nos sponsors. On a besoin de sponsors pour faire cette émission, avec des moyens un peu plus professionnels, avec un décor, avec de la fibre, avec des directs. On monte en puissance. Merci à WD de nous soutenir et de croire tout simplement à On refait le Mac. Donc profitez-en, c'est une belle affaire. Et en plus, ils vous font plaisir, donc on est ravis. On passe au coup de cœur, si vous êtes d'accord. On refait le Mac.
Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite par Fanny, si elle est prête en régie. Ça, ce sont les Joby Grip Tight. Alors, il y a le Gorilla Pod Stand et le Grip Tight Micro Stand. Les deux valent 30 €. C'est des petits pieds pour tous les smartphones, parce qu'avant, c'était souvent, soit j'en prenais un pour mon iPhone 4, et puis quand ça passait au iPhone 5, il fallait changer. Bah là, il n'y a plus besoin, parce que c'est juste un petit truc qui s'adapte comme ça. Hop, voilà. Et c'est 30 €. Et en plus, vous pouvez le dévisser et le mettre sur n'importe quel pied de caméra. Donc, je trouve ça super pratique. C'est-à-dire qu'on pourra faire nos reportages avec l'iPhone maintenant, c'est réglé. Voilà. C'est plus qu'une entrée micro et c'est parfait, mais ça commence à arriver. Ben oui, et puis Cédric nous avait parlé d'un petit micro, le Rove, qui était vachement bien sur micro-cravate. le micro-cravate. Voilà. Et mon deuxième coup de cœur de la semaine, en tant que gameuse, sur Melty, dans la gaming zone, c'est GTA 5, bien évidemment, pour aller faire un peu. C'est quoi? On n'en a pas entendu parler. Tu vois pas ce que c'est? Non, on n'en a pas entendu parler. C'est un jeu qui a coûté super cher, mais qui a déjà fait 800 millions de dollars en 2 jours. Pas besoin de faire de la pub, alors. Voilà. Non, même pas besoin. Il est bien, il est beau, et en plus, voilà, ça permet de se défouler, parce qu'on va dire, ouais, machin, ça peut rendre agressif. Non, je pense que c'est l'inverse. C'est bien d'aller se défouler dans le jeu pour pas faire ce qu'on peut faire dans la vraie vie. Se défouler dans le virtuel pour pas le faire dans la vraie vie. Voilà, exactement. C'est une forme de psychothérapie, chacun sa méthode. C'est la mienne. Merci Fanny. Driss, de ton côté, qu'est-ce que tu nous réserves ce soir comme coup de cœur? J'ai plein de choses. Alors la première, c'est ça, ce petit boîtier. Ça s'appelle un HUD. Donc un HUD, c'est un affichage tête haute. Vous posez ça en fait sur le tableau de bord de votre voiture. Il ne faut pas le montrer à Monsieur X qui a perdu son permis, mais pas. Désolé Monsieur X. C'est bien de retourner le couteau dans la plaie quand même. Il pourra le regarder du siège passager. Et donc en fait, ce que ça fait, c'est que ça vous affiche au niveau des yeux, dans le pare-brise, votre GPS, toutes les informations utiles. Vous n'avez plus besoin de regarder, de baisser le regard. On n'a plus besoin de changer sa voiture, surtout. C'était réservé à des voitures plutôt haut de gamme, ça. C'était très haut de gamme, pour le moment. Et ou aux pilotes d'avion, pilotes de chasse. Les pilotes de chasse, c'était pas non plus le même usage. Alors ça coûte combien? C'est 149 €. Ah, même le prix ferait rire, comme dirait Cédric. Alors attention, 149 €, mais pour que ça fonctionne, ils vous font une application GPS. Donc soit vous utilisez Street Pilot, Garmin Street Pilot ou Navigon. Garmin, bien sûr. C'est disponible sur iOS, Android et Windows Phone. D'accord. Donc ça, c'est une première chose. C'est tout nouveau, c'est vraiment pas sorti. On a un seul exemplaire là. Une exclusivité mondiale. Oui, au moins du quartier. Merci. Au moins. Et ce que j'avais aussi à vous proposer, bon là on reste dans l'univers Apple, ce sont des câbles pour recharger votre iPad et votre iPhone. Des câbles Lightning. Des câbles Lightning. Alors celui-ci est assez sympa parce qu'il a des petites LED qui sont intégrées dedans. Bon là on ne le verra pas. Donc il est tout illuminé. On peut essayer de vous montrer. En tout cas, la Gala qui vient voir. Ça attire le chat. On sait comment l'attirer maintenant. Donc voilà, je ne sais pas si on les voit là. Donc vous avez ces petites LED. C'est assez sympa, c'est coloré. C'est toute beauté, mais c'est pas très visible. Il y a trop de lumière sur le plateau. Trop de lumière sur le plateau. Autre câble Lightning, c'est dur à dire. Bienvenue dans le monde d'Apple. Ce câble ou cet accessoire n'est pas certifié et ne peut pas bien fonctionner avec cet iPhone. Et pour autant, il fonctionne. Il n'y a pas la fameuse puce qui coûte une fortune. Ils n'ont pas payé la licence à Apple. Donc celui-ci, c'est un câble plat. Ça rappelle les écouteurs aujourd'hui qui adoptent également ce type de câble tout plat. L'intérêt, c'est que vous pouvez les avoir dans la poche et ils ne seront jamais emmêlés. Donc ça, c'est très pratique. Et pour finir, c'est un câble 3 en 1, où là, vous avez donc d'un côté le port USB, de l'autre le Lightning, un micro USB et le connecteur la batterie, broche. Secours. Voilà. Donc vous avez un 3 en 1, c'est Escapade qui fait ça et c'est disponible sur leur site escapadestore.com. Bien, merci Driss. Qu'est-ce que tu nous as réservé de ton côté, Edouard? Alors, deux choses. D'abord, un coup de cœur. Un coup de cœur pour iOS, en fait, iOS 7. Alors bon, j'ai des petites choses que j'aime pas quelques icônes, mais vraiment un coup de cœur. On a l'impression d'avoir un nouveau téléphone et je le redis gratuitement. Siri, est-ce que tu veux faire l'amour avec moi? J'essaie de me contenter de ce que j'ai. Voilà. Donc voilà, donc elle comprend mieux. Et puis, alors moi j'ai une passion, c'est une passion pour le Quantified Self, c'est-à-dire en gros se mesurer. Je pense que l'ordinateur peut être une bonne aide pour se fixer des buts. J'ai pris comme quelques kilos pendant l'été. Et on a en France la chance d'avoir 2 boîtes, une qui a fait le buzz au CES qui s'appelle Happy Labs et qui fait entre autres une fourchette qui s'appelle Happy Forks. Et puis une marque qui est là depuis beaucoup plus longtemps, je ne sais pas si ça va beaucoup se voir, ça s'ouvre, c'est WeThings qui fait un petit capteur un peu comme le Fitbit,
qui peut, je te l'ai montré tout à l'heure, prendre ta tension. Ouais. Elle est un peu basse là, en fin d'émission. Voilà. Alors, ils faisaient déjà une grosse version comme ça. Et puis ils ont sorti aussi une balance, et cette balance mesure donc le CO2, la température, voilà. Et donc c'est vraiment des beaux produits, bien designés, avec de très belles applications pour iOS. Donc, et c'est deux boîtes françaises, monsieur. Monsieur X, quel est votre coup de cœur ce soir? Alors mon coup de cœur, moi en tant que fan d'Apple, évidemment, je suis fan de Sony aussi. Voilà, et puis un petit produit cette semaine que mon grand frère que je vénère m'a fait découvrir. Enfin, en tous les cas, sur le site web, parce qu'il vaut quand même 2099 €. Pour ce prix-là, on a les nouvelles jumelles HD de chez Sony, je crois qu'elles avaient été présentées au CES, qu'ils vendent enfin, les Dev 50V. Alors, ça sert à quoi ces jumelles HD? Vous m'inquiétez, monsieur X. On peut filmer ce qu'on voit. On peut filmer ce qu'on voit avec un énorme zoom 12x. On va faire des vidéos HD avec ça, des photos 20 mégapixels, et puis aussi des vidéos en 3D. Tout petit truc, hein, on va dire un demi-coup de gueule. Vous savez que je suis un fan absolu d'un produit de chez Philips qui s'appelle les ampoules Hue. Et puis pendant l'été, Philips a sorti 2 nouveaux produits pilotables par le pont Wi-Fi Hue, qui sont le Lightstrip, c'est une guirlande, et le Bloom, qui est une espèce de grosse lampe. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais moi, j'aurais plutôt attendu que Philips ouvre la distribution de ses produits Hue ailleurs que chez Apple, qu'on puisse les acheter plus facilement. Et puis qui baissent le prix des ampoules, plutôt que de nous sortir des nouveaux modèles dont la valeur ajoutée n'est pas forcément évidente, et qui sont à des prix très très prohibitifs, comme les ampoules d'origine. Voilà. Donc là, c'est un petit peu moins d'innovation, un petit peu plus de commerce, Philips. Merci, monsieur X. On teste dans le prochain numéro d'Acriette. On va passer à Christophe pour son coup de cœur, Christophe Seffrin. Oui, alors moi, je vais rebondir sur le petit Weaving Pulse que j'ai là, que vous avez bien, évoqué. Ouais, je dois juste signaler que je l'ai oublié dans mon pantalon. Il est passé en machine, essorage 1000 tours, et il fonctionne toujours très bien. Voilà, c'est un grand classique. En fait, le problème par contre, moi, mon coup de cœur, c'est une coïncidence. On va reparler de Sony. Ça, c'est le produit du salon IFA de Berlin qui vient de s'achever. C'est un appareil photo qui s'appelle QX10. Ça a la forme simplement d'un objectif. Appareil photo 18 mégapixels avec la carte mémoire à l'intérieur. Et tout l'astuce, c'est que voilà, on va le piloter avec une application gratuite sur iPhone ou sur Android. Et l'astuce suprême, puisque le but de Sony, c'est de reprendre un peu la main sur le marché des compacts qui est en train de lui échapper, c'est de greffer cet appareil photo sur l'iPhone, comme ceci, de façon à pouvoir voilà, tout simplement faire des photos en direct, les photos étant évidemment de bien meilleure qualité que celles produites par l'iPhone ou de nombreux autres smartphones. Voilà, c'est un très très beau petit produit. QX10, ça vaut à peu près 200 €. On se régale avec. J'ai un seul regret, c'est que comme c'est un produit qui a une vocation d'être absolument ultra mobile, qu'il ne soit pas renforcé ou protégé par un petit caisson, parce que je pense que je vais vite l'abîmer à force de l'utiliser. Voilà. Bien, Sony est de retour, ça fait plaisir. De ton côté, Absolument. Alexandre, quel est ton coup de cœur ce soir? Bien écoutez, moi je vais vous parler d'une petite application donc, qui est sortie il y a quelques semaines. C'est l'application ThunderSpace. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une application qui peut s'avérer en fait très intéressante si vous avez besoin de vous relaxer. En fait, elle intègre une série d'ambiances sonores où on peut entendre par exemple la pluie tomber ou bien le tonnerre gronder, le tout accompagné donc d'éclairs synchronisés, donc avec le flash LED de votre iPhone. Donc vous êtes couché sur votre canapé, vous branchez vos écouteurs
Et vous fermez vos yeux, vous avez vraiment l'impression d'entendre la pluie tomber juste au-dessus de vous. Vous avez vraiment l'ambiance d'un orage. C'est assez impressionnant. Il faut savoir que ce sont des sons tout à fait véritables. Donc en fait, c'est un spécialiste en tout cas du son qui les a enregistrés. Donc vraiment dans la nature, dans le désert, dans la jungle, un petit peu partout. Et chaque son en fait dure 1h30. Il y en a 2 qui sont livrés avec. Et alors il est possible d'acheter d'autres ambiances donc à travers l'application. Chaque fois via un achat in-app. Donc c'est 0,80, donc c'est 89 centimes en fait pour chaque son acheté. C'est vraiment sympa en tout cas à utiliser, ça je vous la recommande. Pour se détendre, on a trouvé mieux, on a un chat en studio qui vient nous faire des câlins, donc c'est plutôt agréable. Elle adore le My Passport 2 Go. Ouais, mais elle ne peut pas participer. Elle ne peut pas participer au concours. Mon coup de cœur, c'est un produit que j'ai découvert ce matin, c'est une petite boîte française qui s'appelle MTX Audio qui fait ça. C'est un énorme disque dur, je raconte, un énorme haut-parleur pour iPhone et iPad notamment parce qu'il y a un port Lightning sur le dessus. C'est un sacré bloc d'aluminium, il pèse près de 10 kg. Donc vous avez bien compris que le souci des concepteurs, c'était la qualité du rendu audio. Hein. Il y a 6 haut-parleurs, je ne veux pas me tromper, 180 watts, 10 kg je l'ai dit, il est AirPlay, il est DLNA, ça va arriver bientôt, ça vaut près de 600 €. Ça se veut comme étant aujourd'hui la référence absolue en matière de docking pour iPhone et iPad. Ça marche aussi avec les autres systèmes en Bluetooth, sachant qu'il est également AirPlay. C'est MTX Audio, donc une boîte française qui était jusqu'alors plutôt spécialisée dans l'audio pour l'automobile qui débarque en France et dans ce marché. Donc bonne chance à eux et on aura le plaisir de le tester très prochainement, du moins je l'espère. Donc MTX Audio IT1 R. Voilà, nous arrivons enfin au terme de ce 141e épisode dont On fait le Mac. Désolé d'avoir été si long, mais ça fait du bien. Vous retrouvez Fanny chaque semaine dans On fait le Mac et bien sûr dans une Fanny's Party très prochainement, Fanny. Bah oui, mardi prochain, la spéciale Star Wars. Et dans les poches, on devrait avoir peut-être des iPhones et puis des Lumia 1020. Si, je suis sûre. Bien, donc on pourra faire les démos des iPhones. Vous pourrez venir tester. Il y aura aussi un beau stand Sony Xperia. Il y aura Lenovo et puis voilà, tout un tas de belles marques qui sont présentes pour nous présenter. Mardi, donc, pour ceux qui habitent Paris, au Hard Rock Café. Monsieur X, vous le retrouvez chaque semaine dans On fait le Mac sur son Twitter, @MrX. Et dans le RER. Et dans le RER. Oui, c'est fini la voiture. Et dans le bus. Oui. Bah écoute, voilà, au moins tu pourras écouter ton iPhone tout en conduisant. Ma vie de monsieur. T'es flouté dans le RER aussi? Oui, c'est très mal flouté, avec l'assise. Christophe, on te retrouve tous les jours dans le quotidien, 20 minutes, c'est bien ça, Christophe? Absolument, et sur le site web 20minutes.fr. Bien, et sur Twitter. Alexandre, qu'est-ce qu'il y a au menu prochainement sur Belgium iPhone, sur le site du soir notamment? On espère se procurer en tout cas les nouveaux iPhones le plus rapidement possible pour pouvoir aussi également nous proposer notre impression. Ouais. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a à prévoir? Mais en fait, tout a été présenté, en tout cas les annonces principales. On annonce déjà les rumeurs autour des futurs iPads. Il y a un futur événement qui aurait lieu à mi-octobre. Effectivement, donc normalement, vers le 15 octobre, les nouveaux iPads devraient être présentés. Donc c'est une date qui reste encore inconfirmée. Ouais, à peu près comme l'année dernière, en gros. Voilà, en tout cas, donc la fin de l'année risque d'être chaude en annonce, en tout cas. Bien, Driss, vous le retrouvez sur l'Argus du mobile? Exactement, oui, largusdumobile.com. Et là, tu vas faire, j'imagine, un comparatif également entre l'iPhone et le reste du marché? Exactement, on va tester donc l'iPhone 5C, l'iPhone 5S et on va essayer de voir ce que ça donne face au ténor du marché. Oui. Edouard, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour Tech TV? Qu'on continue à progresser, qu'on soit de plus en plus à l'heure. Oui, on va y arriver. Le chat, en tout cas, il fait de la résistance. Il dit allez-vous-en maintenant, je veux dormir. Donc on va le laisser aller dormir. Encore une fois, on vous remercie pour votre fidélité. Vous étiez très nombreux la semaine dernière. J'espère que vous serez aussi nombreux cette semaine. Et n'hésitez pas à continuer à jouer au concours, même lors de la rediffusion de cette émission. On va tirer au sort des gagnants pour la semaine prochaine. Le résultat vous sera donné la semaine prochaine. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour le 142e épisode d'On refait le Mac. Au revoir.
Nous vous aidons à sauvegarder vos souvenirs, vos histoires et votre musique, votre futur, votre travail de toute une nuit, vos 10 000 morceaux, votre raison de vivre. WD est à vos côtés pour vous aider à protéger et transmettre votre patrimoine numérique.